Bonsoir à tous. Donc, avant de commencer cette conférence, je souhaiterais adresser des remerciements tout particuliers, donc déjà à vous d'être présents parmi nous ce soir. Ça fait toujours plaisir de s'adresser à une salle pleine. Je souhaiterais également remercier l'ESG Management School de nous permettre d'organiser cette conférence ce soir. L'association L'Échiquier, dont j'ai l'honneur d'être responsable du pôle conférence, et dont je remercie Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président d'avoir organisé cette conférence. Et pour finir, Madame la Ministre, Madame la Ministre, donc Madame la Ministre de bien vouloir nous honorer de sa présence en cette soirée. Donc, au préalable, je vais vous présenter le parcours de Madame Duflo. Donc la jeune Cécile quitte le foyer familial à l'âge de 17 ans afin de rejoindre ses grands-parents dans son Val-de-Marne natal, à Villeneuve-Saint-Georges plus exactement, où elle étudiera après un bac B, aujourd'hui le bac ES, à l'université Paris 7 Diderot, où elle obtiendra un DEA en géographie en 1997. C'est durant ces années estudiantines que Cécile Duflo se révèle l'âme d'une militante associative en rejoignant les rangs de la jeunesse ouvrière chrétienne, où militèrent également ses anciens collègues Jean-Marc Ayrault et Jean-Yves Le Drian, et rejoint parallèlement la Ligue pour la protection des oiseaux, ainsi que le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Et comme nous autres étudiants, elle enchaîne les petits boulots, baby-sitteuse, testeuse de médicaments, standardiste, télémarketeuse. Puis en 1998, Cécile Duflo réussit le concours de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et est admise sur titre à l'ESSEC, dont elle sort diplômée en économie urbaine en 2000, pour ensuite rejoindre un groupe immobilier spécialisé dans le logement social à Créteil. Puis c'est en 2001 que Cécile Duflo s'encartera pour la première fois dans le parti, à l'époque Les Verts, qui deviendra plus tard Europe Écologie Les Verts, pour ne plus jamais le quitter, et c'est cette même année qu'elle se présentera à l'élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges pour y devenir conseillère municipale 3 ans plus tard. Puis tout s'accélère pour la jeune Cécile. En janvier 2003, elle est élue au collège exécutif des Verts, devient porte-parole du parti en 2005, puis devient la plus jeune secrétaire nationale des Verts en 2006. Cependant, les défaites s'enchaînent. Lorsqu'elle se porte candidate à l'investiture des Verts pour l'élection présidentielle de 2007, elle recueille 23,29% des voix, derrière Dominique Voyet et Yves Cochet. Et lors des élections législatives de 2007, dans la 3e circonscription du Val-de-Marne, elle recueille 3,55% des voix. Cécile n'est alors âgée que de 31 ans et ne souhaite pas en rester là. Elle retente l'aventure municipale en 2008 et devient adjointe au maire à l'urbanisme, dans sa commune de Villeneuve-Saint-Georges. Puis en 2010, suite à une alliance avec le Parti Socialiste, Cécile Duflo est élue conseillère régionale d'Île-de-France sur la liste de Jean-Paul Huchon et parallèlement deviendra présidente du groupe Europe Écologie Les Verts à la région. En 2011, elle est reconduite à la tête d'Europe Écologie Les Verts avec 92,7% des votes des 600 délégués réunis lors du premier congrès fédéral à La Rochelle, mais exprime des réticences à se présenter cette fois en 2012. Mais 2012 sera pour Cécile une année particulière. Parachutée dans le cadre d'un accord entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts dans la 6e circonscription de Paris, réputée pour être acquise à la gauche, elle devient députée avec 72,18% des voix au 2e tour. Et suite à la victoire de François Hollande, elle est nommée ministre de l'égalité des territoires et du logement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est donc le commencement de l'aventure ministérielle pour Cécile, où elle est porteuse de projets. Cette urbaniste de formation a ainsi donné son nom à une loi. La loi dite Duflo 1 du 18 janvier 2013, qui porte sur la mobilisation du foncier public et le renforcement du seuil minimal de logements sociaux de 20 à 25%. En janvier 2013, la loi Duflo est effective et permet ainsi d'investir dans l'immobilier neuf et d'obtenir en retour une réduction d'impôts. Le but du gouvernement est de commercialiser 40 000 logements par le biais de ce dispositif. Le dispositif d'incitation fiscale en faveur de l'investissement locatif a permis la réalisation d'environ 30 000 dispositifs Duflo contre un objectif initial de 40 000. Mi-2013, elle porte le projet de la loi Allure, l'accès au logement et urbanisme rénové, comprenant notamment l'instauration de l'encadrement des loyers en zone tendue, la garantie universelle des loyers, le plafonnement des indemnités de retard à 5% du loyer, la réduction à 1 mois du délai de préavis dans les zones tendues et la lutte contre l'habitat insalubre. Mais Cécile est une dure cuire qui n'a pas la langue dans sa poche et n'hésite pas à aller à l'encontre des positions du gouvernement. Elle affirme être favorable à la position de son parti sur la dépénalisation du cannabis, manifeste son opposition à la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes
du réacteur pressurisé européen et émet des réserves concernant la politique d'austérité du gouvernement. Elle rappelle également au gouvernement son engagement en faveur du droit de vote des étrangers, qu'elle juge être une nécessité. Puis en octobre 2013, elle s'oppose publiquement au ministre de l'Intérieur Manuel Valls sur la question des Roms, considérant que ses propos mettaient en danger le pacte républicain. C'est donc dans ces conditions de perpétuelle opposition qu'à la suite de la nomination de Manuel Valls au poste de Premier ministre, elle annonce avec Pascal Canfin, son homologue écologiste au gouvernement, son intention de ne pas faire partie du nouveau gouvernement de Manuel Valls. Elle est donc remplacée à son ministère le 2 avril 2014 par Sylvia Pinet. Cécile Duflot est donc une insatiable idéaliste, n'hésitant pas à se mouiller afin de véhiculer ses idées, comme le souligne cet épisode lors de la Journée mondiale de l'eau où elle se baigne dans la Seine à Paris en compagnie de 3 membres du collège exécutif des Verts, afin de dénoncer la pollution des rivières françaises et répondre à la promesse de Jacques Chirac, lorsqu'il était maire de Paris, de se baigner dans la Seine. Et c'est sans langue de bois qu'elle continue son combat et critique l'action du président de la République au sein de l'Assemblée nationale, où, par exemple, qui t'a choqué, elle ira jusqu'à demander une minute de silence pour le jeune Rémi Fraisse, quand celle-ci n'est réservée exclusivement qu'en l'honneur des soldats tombés au front et des otages. C'est faux ça. La vidéo. Je note tout. Très bien. Lorsque j'ai commencé à rédiger ce papier, je me suis demandé ce qui pourrait être intéressant à raconter à propos de Cécile Duflot. J'ai donc interrogé des amis communs qui m'ont dit « Parle-lui de Montfermeil ». Montfermeil est la ville où je suis élu. Et dans le cadre de la campagne pour les élections municipales de mars dernier, Madame Duflot était venue soutenir M. Arenas Munoz lors d'une réunion d'appartements au quartier des Bosquets. Le quartier des Bosquets fut à une époque pas si lointaine un quartier très sensible de la Seine-Saint-Denis qui a connu sa consécration en étant un des épicentres des émeutes de 2005. Or, au-delà des clivages politiques, Madame Duflot a pu constater lors de sa visite que la cité s'est radicalement transformée. Adieu les grandes tours et les halls squattés, et bonjour les petits immeubles de standing et les espaces de jeu. L'environnement a été modifié de sorte que le quartier se transforme en havre de paix où il fait bon vivre, qui bientôt deviendra un épicentre de la culture européenne grâce à l'arrivée prochaine de la tour Médicis, et cerise sur le gâteau sera désenclavé dans le cadre du projet Grand Paris Express. J'ai cité cet exemple pour illustrer le propos de Madame la Ministre, quand elle disait « L'égalité ne veut jamais dire uniformité ou unicité, c'est plutôt reconnaître la diversité des contextes locaux en donnant comme seule perspective aux politiques publiques l'ambition de la justice. » Effectivement, Madame Duflot s'est ainsi engagée à supprimer les zonages de la politique de la ville au profit d'un périmètre unique restituant les quartiers défavorisés dans les dynamiques d'agglomération au service d'un projet global de territoire. La vocation de ce périmètre est donc de distinguer la situation des villes qui ont des quartiers défavorisés et des villes entièrement défavorisées, mais également cibler les territoires qui ont structurellement peu de ressources et beaucoup de charges socio-urbaines. Il sera associé un contrat unique transversal qui fusionnera les projets de développement social CUCS et les projets de rénovation urbaine, le PRE. La rénovation urbaine est donc guidée par un objectif: améliorer le cadre de vie des habitants en transformant en profondeur les quartiers classés en zone urbaine sensible. Il s'agit de remodeler ces quartiers fragilisés en intervenant sur l'habitat, la voirie, les circulations, les équipements publics et les espaces verts. En France, ce sont près de 500 quartiers qui sont ainsi concernés par des projets de rénovation urbaine. Les acteurs locaux, en collaboration avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, y engagent de vastes programmes pour moderniser et développer de nouveaux services de proximité et ainsi les désenclaver en créant de nouvelles liaisons avec les quartiers et les villes voisines. Parmi les autres sujets sur lesquels elle souhaitait avancer, citons la mise en place d'une couverture haut débit pour tous, la relance d'une ambition nationale de désenclavement, en déclinant dans des schémas régionaux des objectifs d'amélioration de l'accessibilité et de la desserte des territoires, et la structuration des métiers de l'aménagement du territoire, et développer une ingénierie publique innovante, décentralisée et écologique. L'écologie. Vous avez vu que je ne vous en ai pas parlé depuis le début, alors que c'est le thème de cette conférence. Mais qu'est-ce que l'écologie? La définition se fait résumer dans cette phrase aux allures de slogan: pensons à demain, pensons à nous. Vous noterez la dimension particulièrement égoïste que j'ai voulu employer ici. Effectivement, l'écologie concerne chacun d'entre nous, notre avenir et celui de nos enfants. Regardez dans quel état est notre planète en 2014. Pollution, fonte des glaces, marée noire et j'en passe. Alors imaginez dans quel état elle sera dans 50 ans. Il en va de notre responsabilité de nous sensibiliser à cet enjeu qui représente notre propre survie.
C'est à nous, dans notre vie personnelle et professionnelle, d'agir dans le respect de l'environnement. Je m'adresse surtout aux futurs entrepreneurs qui auront pour mission de repenser l'entreprise dans une logique de développement durable. Et à vous tous, en tant qu'êtres humains, de contribuer à la préservation de l'environnement et à l'économie d'énergie. Et ça commence par des gestes tout simples, mais qui ont pour vocation à devenir habituels. Bien loin des clivages politiques et idéologiques, l'écologie doit être au cœur des préoccupations des Français et de nos dirigeants. Un sujet d'avenir, non une simple récupération politique au Roland démagogue, mais un enjeu de fond bel et bien réel, qui devrait être appliqué tant sur le plan local que sur le plan national. Et parce que ce n'est pas moi le conférencier, et que je commence à m'éterniser un peu, je souhaitais conclure sur cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Nous ne méritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » C'est ce qu'ont fait les générations qui nous ont précédés, à nous de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Merci de m'avoir écouté. Voilà, ça marche. Merci beaucoup Morgane. On va vous laisser quelques minutes peut-être pour répondre à ces plus hautes questions, description de votre vie, rectifier les petites erreurs, je crois, et peut-être avancer un peu là-dessus. Non, j'ai réagi sur l'affaire de la minute de silence parce que c'est tout à fait inexact et c'est une bonne chose que les minutes de silence soient réservées aux soldats morts pendant les opérations, puisqu'il y en a une légitimement pour Clément Meillet et plein d'autres gens, mais je pourrais revenir sur ce qui s'est passé à Sivens. C'est toujours compliqué de réagir à son portrait d'Angétiquet quand il a indiqué que nous avions été élus à la région à la suite d'un accord avec Jean-Paul Huchon. Oui, certes, mais au premier tour, elle a dit que j'avais l'honneur de conduire entre 16%, ce qui a aidé à faire un accord et notamment à obtenir le pass unique qui va bientôt se réaliser. Donc voilà, ensuite j'ai fait plutôt dans ma vie des scores inférieurs à 5% aux élections cantonales, aux élections législatives. Ça apprend la vie, c'est très bon en fait de perdre des élections. Ça calme le caractère, quand on gagne tout le temps, c'est pas toujours très bon. Et puis sinon pour le reste, c'est vrai que mon parcours n'était pas forcément évident et c'est à peu près conforme à ce qu'on raconte Wikipédia, pour dire les choses. Si j'étais taquine. Mais il y a juste une formule sur l'insatiable idéaliste. Je ne sais pas si on peut être insatiablement idéaliste. C'est sûr que je suis idéaliste, mais j'ai un parcours notamment du fait de longues années dans des responsabilités internes d'un parti politique qui mettent de la capacité d'intégrer les principes de la réalité, voire même cet élément déterminant de toute organisation qu'est le facteur humain de manière assez forte. Mais je suis quand même restée idéaliste. Je ne sais pas si je suis insatiable, mais en tout cas, je suis contente d'être avec vous, je suis contente de votre invitation et je ne sais pas de ne pas parler très longtemps parce que je préfère encore davantage répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Vous pouvez applaudir. Bon, après, si vous avez la marionnette, je dirais c'est pourri, il n'y a même pas de projet. Quoi. Vous avez un mauvais opérateur parce que nous, ça marche bien. Un peu plus sérieusement, Morgane ne l'a pas souligné dans le portrait qu'il a fait de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la fois à l'écologie et à la politique? Qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que, en remerciement dans votre livre, vous remerciez votre mère qui, je cite, vous a appris à sa petite fille à aimer les fleurs? Est-ce que c'est de là que vient votre engouement pour l'écologie politique ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors oui, c'est vrai que j'ai eu une particularité, c'est que j'ai été élevée par une mère, pas mon père, mais par ma mère qui était écologiste dans les années 70-80, ce qui n'était pas très commun, on va dire, qui l'était de manière très convaincue et très fondée. C'est une scientifique, elle est prof de physique et de chimie, elle était prof de physique et de chimie. Mais c'est vrai que du coup j'ai appris à parler l'écologie première langue. Trier ses déchets dans les années, au début des années 80, c'était lunaire pour un certain nombre de gens, mais du coup c'est vrai que à la différence d'autres, moi j'ai appris ça et mes études de géographie où on commençait dans les années 90 à parler des dérèglements climatiques et des conséquences sur la nature et pas seulement les écosystèmes mais même les paysages et les côtes, notamment avec la hausse du niveau des océans, ont contribué à ma formation, mais de façon assez étrange. Je pense que les choses se sont
complètement déterminée quand j'étais à l'ESSEC. Moi j'étais à l'ESSEC, je suis diplômée de la promo 2000, donc vous êtes très jeune, donc vous ne savez pas qu'à cette époque on avait inventé la nouvelle économie. Des gens comme vous surfaient sur Boursorama et levaient des millions de francs, parce que nous étions toujours en francs, pour créer des startups qui allaient créer de la croissance et de la valeur ajoutée comme ça sur un modèle inventé. C'était une bulle phénoménale qui s'est évidemment éclatée comme toutes les bulles, qui d'ailleurs a été remplacée par une bulle dans l'immobilier qui, avec la crise de 2008, nous amène à la situation dans laquelle on se trouve en partie. Mais du coup, c'est vrai que cette époque-là était une époque un peu folle, dans laquelle moi j'étais très décalée, parce que je lisais André Gors. J'ai eu 2 bébés en 2 ans à l'ESSEC, et on faisait, pour les élections au BE, on offrait des paquets de protège-sites pour Streamix, qui était l'innovation marketing suprême de 1999. Donc c'est vrai que j'étais un peu décalée. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé ces années-là, j'en garde des amis très très chers. J'ai aussi appris des techniques de management qui sont très utiles. C'est vrai qu'une des particularités des responsables politiques, c'est que souvent, certains d'entre eux se retrouvent à la tête et à gérer des équipes sans jamais l'avoir appris, et sans jamais avoir été confrontés dans leur vie professionnelle à ce type d'activité, ce qui ne va pas s'opposer d'ailleurs à un certain nombre de questions. Mais c'est vrai que j'étais très opposée à l'idée que la fluidification des marchés financiers était facteur de croissance, par exemple. Donc j'avais des débats très solides qui ont fortifié mes convictions. Donc voilà pourquoi je suis devenue une écologiste politique convaincue, en considérant que c'est un engagement politique au sens où il faut agir sur la société. C'est pas simplement le goût des fleurs. C'est vraiment de dire qu'il y a des questions politiques publiques nécessaires à mettre en œuvre si on veut répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Et puis mon engagement politique, il vient très directement du GENEPI, qui est une très belle association. Donc, il y a certains d'entre vous qui s'interrogent sur leur engagement. Je pense que ce passage de 4 ans au GENEPI a été un des moments qui m'a le plus enrichi. C'est une association d'étudiants qui donne des cours et qui font des interventions en prison. Et donc c'était pas du tout prévu. Il y avait des affiches qui recrutaient des étudiants pour lutter contre l'illettrisme. Et j'ai téléphoné, on m'a renvoyé à cette association, je me suis trouvée là-dedans. Et on a participé à une grande démarche politique qui était de faire une loi pénitentiaire. C'était après le livre de Véronique Vasseur sur la situation de la santé en prison, etc. Et tout s'est fracassé parce que rien ne s'est traduit législativement. Et donc c'est vrai que je suis passée de la volonté de l'engagement associatif à l'engagement politique par ce passage-là, par cette expérience. Et est-ce que en politique, on faisait la réflexion à l'entrée, ou dans l'association politique de l'école, on n'est pas beaucoup de femmes malheureusement. Est-ce qu'en politique, quand on est une femme, c'est vraiment plus dur que pour un homme? Est-ce qu'il faut plus se battre? On se souvient à l'Assemblée nationale où vous aviez eu le malheur de mettre une robe à fleurs, où tous les rangs de l'opposition, c'était, enfin pas tous heureusement, certains dans l'opposition avaient crié des réflexions sexistes, presque macho. Est-ce que c'est vraiment plus dur pour une femme de faire de la politique? D'abord, c'est historiquement pas une évidence. Si on regarde dans l'histoire politique française et même internationale, les rôles des femmes dirigeantes, c'est soit des illuminées, façon Jeanne d'Arc, soit des terreurs, façon Victoria et quelques reines françaises. Donc il n'y a pas une tradition évidemment des responsabilités et du pouvoir associé à la fonction, associé aux femmes. Donc oui, c'est encore plus difficile, de l'intérêt de la parité. Moi je suis le résultat absolument évident de l'existence de la parité, parce que je suis dans un parti politique qui a la parité dans ses statuts depuis sa création. Et donc du coup, je suis rentrée au bureau exécutif, dans les instances de direction, parce qu'il fallait des femmes, et donc on est venu me chercher. Ensuite, la progression, elle a été, j'espère, liée en partie à mes qualités, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été une obligation. Et ça change beaucoup les choses, parce que du coup, je suis dans un parti politique où les hommes ont l'habitude d'être dirigés par des femmes. Et je pense que cette histoire de robe qui a, je le dis pour l'histoire, hein, c'est pas des fleurs, c'est des pommes, je sais pas pourquoi. C'est pas là qu'il y a le plus grand problème, mais néanmoins c'est des pommes. Et je pense qu'effectivement il y a une difficulté à appréhender des femmes qui sont des femmes qui ont l'habitude de diriger. Moi j'ai aucun problème avec la féminité et aucun problème avec l'autorité. Donc évidemment, c'est pas exactement identique. C'est pour ça que vous devriez mettre la parité dans les statuts de votre association et vous auriez des nanas. Mais on accepte tout le monde dans l'association, c'est peut-être les femmes aussi qui... Non mais j'ai dit la parité. Vous allez bien devoir régulier un bureau, vous allez en chercher. Mais c'est vrai, je vous assure, c'est un vrai sujet, parce qu'en plus, ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient quelque chose d'obligatoire, ça devient quelque chose d'automatique.
C'est-à-dire que chez nous, même dans des instances qui ne sont pas prévues statutairement pour être paritaires, de fait, on ne se pose pas la question, on va chercher un homme et une femme. Quand on a 2 représentants à la commission spéciale sur la loi Macron, le débat est d'une évidence totale chez nous, on met un homme et une femme, et personne même ne tique ou ne se pose la question. Et je pense vraiment que c'est intéressant parce qu'en plus, moi je crois à la mixité. Je pense toujours que quand il y a des réunions de travail où il y a des hommes et des femmes, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que s'il n'y a que des femmes, c'est pas forcément mieux non plus. Je crois vraiment à la mixité. Mais est-ce que l'automatisme de la mixité et de la parité ne peut pas, dans certains cas, pas dans tous les cas, loin de là, nuire à la compétence? C'est-à-dire qu'on va essayer d'automatiser la présence, que ce soit dans les 2 sens. Hein. Malheureusement, c'est toujours dans le même sens, mais ça pourrait bien. C'est ça qui est bizarre. Mais ça pourrait arriver dans l'autre sens aussi. Mais est-ce que cet automatisme, même s'il peut être bénéfique, parce qu'on va permettre d'aller chercher des gens qui ont la compétence et qu'on ne l'a pas vu avant, mais est-ce que l'automatisme ne peut pas permettre on va chercher des gens pour un petit peu remplir le quota? Ouais, on prend des nanas pour boucher les trous. Et voilà, et donc là, moi, je vous mets à l'aise, il y a plein de mecs, pour l'instant, dans des endroits où c'est pas paritaire, qui sont super nuls. Ah oui, Et par ailleurs, je ne sais plus qui disait, la parité aura réussi quand on mettra des femmes incompétentes à des postes, comme c'est le cas avec les hommes. Je suis assez d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je fais partie, et je comprends très bien, je fais partie de la génération de la parité. J'ai connu avant la parité, on va dire, dans le discours politique et notamment dans les listes électorales. Et j'étais très vexée de cette idée. Je me souviens que j'étais plutôt contre. J'avais 17-18 ans et je me disais, j'ai pas envie que j'ai un poste parce que je suis une femme. Sauf que la vérité, c'est que justement, toute cette habitude depuis 2000 ans, et j'y reviendrai par exemple sur la femme du président, le rôle des femmes, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on perçoit la femme, la conjointe du président de la République, c'est d'être une ambassadrice de la mode française. Vous imaginez moins bien un mec ambassadeur de la mode française, de savoir s'il a un costume bleu marine ou bleu. Deuxièmement, de savoir installer les fleurs sur la table, de ne pas parler, de faire les menus, et puis voilà. Parce que c'est le rôle historique, identitaire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le joue de manière implicite. Le rôle de prendre la parole en public, on le voit bien d'ailleurs, c'est pour ça que cette question de l'égalité dans l'éducation est très importante, parce qu'on reproduit des modèles qui sont des modèles ancestraux. Et donc, spontanément, les femmes viennent moins. Et moi, je vais vous raconter une histoire, comment j'ai commencé, je me suis retrouvée déléguée à un congrès. Pourquoi? Parce que une femme qui s'appelle Liliane Daillot m'a attrapée par mon pull, elle m'a emmenée devant la table qui faisait les listes de délégués femmes, enfin les listes de délégués, et parce qu'il manquait des femmes. Elle a dit au mec qui était en train de lire, mais son nom, elle s'appelle Cécile Blétry-Duflo, à l'époque j'étais mariée. Et moi je dis, non, Liliane, je connais rien, je veux pas faire ça, je veux bien venir, mais je veux pas voter, je veux juste regarder. Et elle dit, non, il n'y a pas de raison. Et franchement, elle n'aurait pas fait ça. Et il n'y aurait pas eu l'obligation de désigner des délégués femmes. Je suis pas du tout sûre que je serais devant vous en train de vous raconter ça. Parce que implicitement, oui, moi je me suis pas dit, ouais, chouette, je vais être déléguée, j'ai freiné les cas de fer. C'est quand même une réalité aujourd'hui. Donc c'est une étape un petit peu en fait. Oui, ça protégera les hommes, c'est certain. Une fois qu'elles auront goûté, les femmes, vous serez contents d'avoir la parité. Et donc le but de cette idée d'écrire ça dans les statuts, dans les instances, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Est-ce que c'est juste une étape? Oui, ça rentre dans les mœurs. Et ensuite, implicitement, ça se fait naturellement. C'est ce que je vous ai dit. Et d'ailleurs, alors j'ai perdu le terme, mais on m'a expliqué que ça fonctionnait très bien. Par exemple, c'est un effet des lois. La loi sur le tabac interdit de fumer dans les lieux collectifs fermés. Mais désormais, il y a une étude qui a été faite qui montre que personne ne se met à fumer dans le salon de quelqu'un sans demander la permission, et la plupart du temps d'ailleurs, va naturellement fumer sur le balcon. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. C'est-à-dire que la loi qui ne concerne que les lieux publics a eu un effet sur les lieux privés alors qu'elle ne le prévoit pas du tout. C'est-à-dire qu'elle a changé les habitudes. Et la parité, c'est la même chose. Ça change les habitudes, les réflexes. Ça change aussi la perspective des femmes. Si on savait que votre bureau était paritaire, il y a des femmes qui se diraient, ah bah tiens, pourquoi pas. Voilà. La prochaine fois que je reviens, c'est le cas. D'accord. On lancera une commission sur la réflexion et la réforme des statuts. Morgane en a parlé tout à l'heure de l'élection de 2007, vous étiez d'abord candidate en interne. Plus récemment, il y a eu quand même une élection en 2012. Eva Joly a fait un score de, je vais noter, 2,31%. On était dans une période où on sortait quand même des années fastes d'Europe Écologie Les Verts après les européennes, par exemple. Vous avez fait une grande primaire qui avait intéressé quand même beaucoup de monde. Après coup, comment vous analysez cet échec? Ça peut sembler comme un échec quand même. C'est un échec. Oui, on a fait une primaire ratée,
Qu'est-ce que c'est une primaire ratée? C'est quand on avait quand même deux très bons candidats. Des profils très différents, mais quand même, Eva Joly, c'est pas n'importe qui, et Nicolas Hulot, non. Je parle pas des autres candidats qui étaient aussi très importants, évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une incapacité totale de se rassembler derrière la candidate qui avait gagné. Et donc c'était pire que tout, parce que celui qui avait été final, d'abord, le moment de la primaire a été un moment de déchirement, très violent, et ensuite, le candidat qui n'a pas gagné n'a pas soutenu celle qui avait gagné, et il n'a pas soutenu du tout, quoi. Donc du coup, ça a donné un résultat inverse à celui qu'on espérait. Et c'est très intéressant parce que c'est ce que je raconte dans mon livre sur le manque de Martine Aubry. C'est-à-dire que le principe de la primaire, c'est qu'ensuite il faut être capable de se rassembler pour faire la campagne, parce que Martine Aubry et François Hollande ont très bien fait, et François Hollande a gagné. Mais ensuite, il faut rester dans la durée. Et pour ça, celle qui est très éclairante, c'est Hillary Clinton qui raconte dans ses mémoires, que je vous invite à lire, c'est très intéressant. Ça parle que de géopolitique, mais c'est très intéressant. Mais elle raconte que Barack Obama lui a proposé 4 fois de devenir secrétaire d'État. Et 3 fois, elle a refusé. 3 fois, elle a refusé, elle est revenue à la charge. Et finalement, elle a fini par accepter en se disant que si elle avait gagné, elle aurait voulu qu'il accepte. Enfin, qu'il accepte pas, si j'accorde bien. Et donc, c'est tout à fait juste parce que, en fait, on a besoin que cette primaire se traduise ensuite, c'est-à-dire qu'il y ait cette adhésion. Et la distance de Martine Aubry, même si je suis bien passée pour le savoir, elle a pendant 2 ans absolument rien fait du tout pour mettre des bâtons dans les roues à l'action du gouvernement, a été comme une espèce de halo de manque dans l'exercice des responsabilités de ceux qui avaient gagné. En 2012, vous avez choisi d'être première secrétaire des Verts. Vous avez décidé de ne pas faire cette primaire-là, justement. Oui. Est-ce qu'avec le recul, vous le regrettez un petit peu? Je regrette vraiment très peu de mes décisions politiques en règle générale, parce qu'elles sont souvent très pesées. Mais celle-là, pas du tout. C'était à la fois une décision personnelle et politique. Certains de ceux qui ont soutenu la candidature d'Eva Joly l'ont fait parce qu'ils voulaient absolument bloquer la mienne. Au manque de bol, j'avais pas décidé de le faire pour des raisons qui étaient aussi personnelles. J'avais une fille qui était toute petite et je savais, pour avoir vécu la campagne présidentielle de Dominique Voynet, qu'on n'avait pas rappelé qu'elle a fait 1,57%, que quand on est écologiste et qu'on a été comme moi au cœur de plusieurs campagnes présidentielles, c'est pas un truc idéalisé non plus. Donc oui, non, j'avais dit très clairement, pour aussi apaiser nos journées d'été, que non, je ne rentrais pas dans cette bagarre. C'est vrai que c'est pas habituel, mais je pensais que c'est ça qu'il fallait faire et je le pense toujours. Et donc ça amène à la question suivante, bien évidemment, sur les dernières coupures de presse qu'on a pu lire. On a des échéances électorales qui approchent, ils sont encore loin, on a le temps, et on lit des choses. Sur comme quoi vous auriez les épaules pour une campagne présidentielle de 2007. Est-ce que, sans forcément nous annoncer aujourd'hui votre candidature, pourquoi pas, vous pouvez le faire, ça ne me dérange pas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la tête d'une responsable politique qui est passée dans un gouvernement, qui est aujourd'hui détachée de ce gouvernement, est-ce que ça trotte dans la tête? Est-ce qu'on réfléchit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'ai pas cette obsession. Mais c'est parce que je le raconte souvent en souriant, personne ne comprend. Enfin, moi j'ai fait la campagne, la première campagne c'est celle de 2002, hein, si certains se souviennent peut-être. Nous avions donc un candidat qui s'appelait Alain Lipietz, Noël Mamère, qui a été battu, qui n'était irrévocablement pas candidat, puis Alain Lipietz n'a plus été candidat, et le irrévocablement non candidat Noël Mamère est devenu candidat, donc c'était des circonstances très pénibles. Puis en 2006, donc je deviens secrétaire national, il y a donc cette fameuse primaire, et à la fin il y a égalité de voix entre Dominique Voynet et Yves Cochet. Après des séances nocturnes pour vérifier la validité des croix des bulletins, nous décidons de refaire une nouvelle élection. Puis ensuite nous avons une campagne très difficile qui se termine par 1,57%. J'ai encore le coup de la poignée de cacahuètes que j'ai mangée, que j'ai avalée quand j'ai vu le truc s'afficher à l'écran sur la télé le soir des résultats. Parce qu'on sait que ça va arriver, mais jusqu'à la dernière seconde on se dit non mais peut-être pas en fait. Donc, et puis, la dernière campagne présidentielle, dont je vous passe les détails sur l'ambiance, etc. Donc, il y a peut-être des gens pour qui c'est grisant, la présidentielle, pour moi, c'est que des souvenirs de galère. Parce qu'au lendemain de la campagne présidentielle et des législatives de 2007, j'étais secrétaire nationale, le parti était ruiné, on n'avait plus d'argent pour réparer les fuites du toit, on ne pouvait même plus payer nous, donc moi, et donc c'était quand même très galère. Donc c'est vrai que moi, je suis pas. Enfin, la présidentielle, c'est pas comme dans d'autres partis, chez nous, c'est aussi le problème. Il faut la faire et c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut avoir une relation différente. Vous avez évoqué ma réponse il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai répondu à la question, est-ce que comme en 2010, vous diriez que vous n'avez pas les épaules? Et j'ai dit, non, je ne dirais pas la même chose. Je ne dirais pas que je n'ai pas les épaules.
Oui, j'ai les épaules, mais est-ce que je vais être candidate? Je ne sais pas. Est-ce que j'exclus d'être candidate? Je ne sais pas. Et la phrase a été coupée au milieu. C'était Charles vous parle, la revue de Charles, qui a fait une nouvelle émission sur Dailymotion, il fallait faire buzzer, ils ont réussi. Pourtant, je connais mon métier, je n'ai pas coupé ma phrase, mais eux, ils ont coupé la phrase. Je dis ça de façon très sincère, parce que je vous ai raconté le Génépi tout à l'heure, 3 semaines avant son incarcération à la Maison d'arrêt de la Santé, Bernard Tapie était à la une du Nouvel Obs, déguisé en président de la République, avec écrit « Et si c'était lui ?» Ça m'a beaucoup marqué, je me suis dit « la vie, ça peut changer très très vite quand même ». Quelques jours avant la rencontre qui était prévue avec Dominique Strauss-Kahn, il s'est retrouvé en prison aux États-Unis. Et il était président, c'est pour ça qu'il fallait que je le rencontre, vu que j'étais secrétaire national, il allait être président, il fallait quand même se mettre à discuter. Donc je sais que la vie politique, c'est des accélérations, des mouvements, des changements, tout ça, ça c'est certain. Est-ce que je serai candidate? Je le redis, j'en sais rien du tout. La seule chose que je peux dire, c'est oui, je dis pas comme avant, non, j'exclus, voilà, c'est tout. Mais je sais que ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer avant. Et d'ailleurs, ce qui va se passer avant, ce qui va se passer lors des élections cantonales, ce qui va se passer sur les alliances ou les rapprochements qui se tissent à gauche, ce qui va se passer à la conférence sur le climat, vont peser sur le climat politique et sur les circonstances qui vont faire qu'il va y avoir tel ou tel candidat ou pas lors des élections présidentielles. Donc c'est pas un truc de biais ni de langue de bois, c'est la vérité de mon expérience qui me conduit à dire qu'on ne peut pas savoir en 2014 quelles seront les conditions de 2016, qui sera le moment où mon parti prendra une décision. Merci. On va maintenant aborder une autre partie dans cette soirée concernant votre passage au gouvernement, donc durant 1 an et demi, 2 ans. D'abord, sur l'accord électoral passé avec le Parti Socialiste, vous venez de dire à l'instant que vous regrettez très très peu souvent vos décisions politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, à défaut de le regretter, vous feriez les choses autrement, ou vous passeriez un autre accord avec le Parti Socialiste? Ah non, alors, pour le coup, c'était un bon accord. C'était un bon accord en termes de répartition des postes, chacun m'a dit, c'est objectivement vrai. C'était un bon accord sur le fond, d'ailleurs, ceux qui doutent, je vous invite à aller le lire, il est toujours disponible sur tout un tas de sites. Il y avait plein de choses très intéressantes, pas que sur les questions écolo, mais notamment sur les questions écolo, et je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Alors je le dis, et je l'ai dit à Jean-Luc Mélenchon, qui a fait à peu près le choix inverse de nous. Donc un très gros score à l'élection présidentielle, aucun accord. Et le pari que le truc allait s'écrouler, que ça allait reconstruire autre chose. C'est un pari perdu. On peut dire que les 2 paris que nous avons faits sont perdus. Cela étant, je considère que l'absence de mise en œuvre de cet accord et le fait de ne pas faire vivre cette majorité qui était composée des socialistes, mais aussi des écologistes, n'a pas aidé au succès du gouvernement, c'est moins qu'on puisse dire. Donc non, vraiment, je pense que c'était une bonne décision. Je pense que peut-être on ne l'a pas suffisamment bien expliqué. Je savais qu'il me serait imputé comme une sorte de tâche en disant voilà, les accords c'est des magouilles, mais en même temps j'ai dit souvent en 2007 j'étais secrétaire national, on n'a pas fait d'accord. Et là on était des sectaires. Donc on avait le choix entre être des sectaires et être des magouilleurs. Franchement, je pense que faire un accord, en tout cas si on compare 2007 à 2012, c'est ce qui nous fait pas gagner ou gagner. C'est-à-dire que se crée une dynamique. J'ai pris une vraie leçon en 2010 aux élections régionales que vous aviez évoquées. C'était juste après 2009 où les écolos avaient fait avec Denis Cohn-Bendit un score historique. Et on disait, c'est Europe Écologie, c'est pas comme les Verts, c'est un peu ni droite ni gauche, il y a des centristes, faut pas faire l'accord avec les socialistes. À l'époque, on disait que les socialistes qui étaient en chaussettes, ils allaient perdre la moitié des régions. Qu'est-ce qui s'est passé? On a travaillé, c'est vrai, c'est ce que je raconte aussi dans ce livre sur le travail avec Martine Aubry, qui n'est pas un truc de copine qui font les soldes, mais qui est bien oui, mais parce que souvent on a dit, votre copine Martine Aubry, non. Quand Christophe Cambadélis parle avec Jean-Michel Bailly, on ne dit pas que c'est des potes. Quand on parle du sexisme, etc., c'est un bon exemple, parce que, voilà, c'était un choix politique très assumé et très travaillé, donc on a préparé ces accords de deuxième tour, donc les choses se sont bien passées dans l'entre-deux tours, et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au deuxième tour, nos listes ont plus de voix que le total des voix des listes de premier tour, ce qui veut dire qu'il existe une dynamique électorale du fait du rassemblement, et ça c'était aussi une leçon qui pour moi devait nous conduire à faire cet accord de 2010. Et donc, si vous regrettez absolument pas cet accord, est-ce que vous, pas vraiment regrettez, mais est-ce que vous auriez aimé peut-être avoir un autre ministère que celui du logement? Est-ce que c'est pas frustrant quand on est militante écologiste depuis des années, quand on est responsable politique écologiste depuis des années, de voir la politique écologique, même si on y participe, on est dans le gouvernement, mais est-ce qu'il n'y a pas une frustration de ne pas avoir de réel regard sur cette politique? Et
Est-ce que c'est vous qui avez choisi de ne pas prendre le ministère de l'écologie? Est-ce que c'est François Hollande? Est-ce que c'est Jean-Marc Ayrault? Alors, c'est effectivement, le ministère de l'écologie ne nous a pas été proposé, mais on n'en avait pas fait un point de crispation, pour deux raisons. La première, c'est que il nous semblait utile de montrer que les écologistes n'étaient pas que c'est pas la compétence, voilà, que l'écologie ça dépasse bien d'autres sujets, et que en tant qu'écologiste, je pense que j'ai agi différemment dans notre ministère du logement. Ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que nous souhaitions que le ministère de l'écologie garde son périmètre, et notamment garde la compétence énergie. Et au vu du débat justement autour de l'accord sur la sortie nucléaire, où les choses étaient très crispées, et où nous avions acté un désaccord, ça a été rappelé par votre intervenant tout à l'heure, sur l'EPR, c'était très difficile d'exercer cette responsabilité. Ce serait plus facile maintenant que la loi sur la transition énergétique a été votée. Mais à l'époque, ça aurait été compliqué, et on savait que les socialistes n'étaient pas prêts à confier à l'écologiste l'intégralité de la compétence sur le secteur nucléaire. Maintenant, je pense que les choses ont bougé. C'est un peu ce que vous avez proposé Manuel Valls quand il est arrivé. Vous en parlez rapidement dans votre livre, un pseudo ministère géant de l'écologie. Oui, mais un ministère sans le cap du gouvernement qui veut le mettre en œuvre, ça marche pas. Est-ce que aussi c'était pas à ce moment-là où vous étiez un petit peu coincé entre un côté, parce qu'on vous a reproché ça à ce moment-là du gouvernement, c'est de dire il faut être dans le gouvernement pour agir, mais en même temps on ne peut pas être dans un gouvernement avec qui on n'est pas d'accord, et donc on ne peut pas vraiment agir. À quel moment on est coincé, à quel moment on se dit là c'est fini, on ne peut plus rien faire, et est-ce qu'on se dit à un moment c'est de ma faute, j'ai pas réussi, ou plutôt au contraire c'est les autres qui ne veulent pas nous écouter? C'est les deux. C'est de ma faute, j'ai pas réussi parce qu'en 2 ans de gouvernement on n'a pas réussi à imposer un agenda écologiste. Alors, maintenant on entend le président de la République qui s'engage beaucoup plus. Le seul petit problème, c'est que quand il dit qu'on va améliorer le dialogue environnemental dans les projets, dans la loi Macron, il y a la suppression d'un certain nombre de dispositions qui sont en faveur de la protection de l'environnement, c'est un peu contradictoire. Là, ce qui était sûr, c'est que le discours du président de la République le soir du 2e tour, c'était la confirmation que l'orientation qu'il avait choisie allait être la même, c'est-à-dire allait aller un pas plus loin. Et comment on fait une politique de transition écologique quand on coupe dans les investissements de manière aussi massive que celle qui a été choisie pour à la fois réduire les déficits publics, mais surtout financer le CICE, 40 milliards de pacte de responsabilité, c'est énorme. Donc c'était couru d'avance, d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, enfin, ça me fait sourire quand on entend, y compris des ministres du gouvernement, dire c'est un échec, voilà, et c'est un échec sur le chômage, c'est un échec sur la réduction du déficit, c'est un échec sur l'investissement. Donc on était en désaccord. Et donc j'ai regretté que ce ne soit pas possible, mais j'étais sûre que c'était pas possible. Ça pour le coup c'est une décision qui est à la fois difficile à prendre, parce que je dis les choses avec simplicité, je pense que c'est une des fonctions dans lesquelles j'ai été la plus heureuse, celle de ministre, parce que c'est celle qui permet à la fois de faire les choses en utilisant son talent de popole, quoi. Donc je pouvais utiliser tout ce que j'avais appris, notamment dans mon parti, pour faire des choses qui étaient des choses extrêmement utiles de mon point de vue, même si elles ont soulevé beaucoup de controverses de la part des professionnels. Je pense que ce qu'il y a, on en parlera peut-être, mais ce qu'il y a dans la loi Allure fait et fera durablement avancer les choses. Donc je suis très... pour le coup, je pense que la seule erreur de mon passage au ministère est d'avoir attaqué frontalement 3 lobbies simultanément. Celui des assureurs, celui des professionnels de l'immobilier, celui des promoteurs. Ils méritaient, hein, franchement. Mais forcément, en termes médiatiques, personne ne peut réaliser. Vous en parlez dans votre livre, vous dites à un moment que François Hollande n'est pas foncièrement écologiste, et que vous avez toujours un petit peu, à part la politique du chiffre, de dire allez on passe l'énergie nucléaire, on tient un chiffre au hasard, allez bon 50% et c'est vendu pour 50%, on fait des mesures, beaucoup de chiffres, mais derrière jamais vraiment eu d'esprit écologiste, et depuis toujours, et depuis qu'il est président c'est un petit peu pareil. Est-ce que, comme vous n'étiez pas ministre de l'écologie, vous étiez un petit peu la caution écologiste aussi du gouvernement, et c'était pas un petit peu... Vous étiez au logement, mais en même temps vous étiez écologiste, donc ça permettait un petit peu pour l'image d'être bon. Et vous, de l'autre côté, vous dites à un moment sur le problème de la pollution à Paris en plein entre-deux tours des municipales, c'est à vous qu'il envoie le texto marqué fais-le. Sur la circulation internet. Oui, et on est
c'est absurde complètement, puisque c'est pas du tout votre domaine de compétences, mais encore une fois, comme vous êtes écolo, et ben c'est à vous qu'on en voit plus. C'est sûr. Alors, ce qui est sûr sur on va dire la conviction écologiste de François Hollande, c'est pas la sienne, c'est historiquement pas la sienne. Il semble qu'en s'intéressant, et de façon légitime, à l'accueil du sommet sur le climat de décembre prochain, il se soit penché sur la réalité du dérèglement climatique, et quand on s'y penche sérieusement, on peut être très préoccupé. Parce que c'est réel, c'est ce que je dis de façon un peu brutale. Je ne comprends pas comment on peut avoir un cerveau aujourd'hui, lire, travailler et pas être écologiste. Parce que la réalité de la crise écologique, elle est avérée. Elle se déroule déjà sous nos yeux. On ne peut plus la nier. Donc, s'il a évolué là-dessus, c'est bien. Le deuxième élément qui est très compliqué à faire comprendre, c'est que pour beaucoup de politiques se sont nourris de la logique de la croissance, qui n'est pas une logique très nouvelle. Jusqu'au milieu du 19e siècle, la croissance du produit intérieur brut n'est absolument pas un instrument de mesure du progrès humain d'aucune manière. Et si on regarde, il paraît que je peux mettre des graphiques. On les a là. Oui, on les a. Là, je suis très impressionnée. Voilà. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui sur la croissance. Et je vous montrerai celui-là après. Voilà. C'est trop classe. Voilà, je viendrai de lire de 15 ans. Je montre des PowerPoints sur l'écran. C'est les PowerPoints de Clément, merci. Donc ça, c'est l'évolution effectivement des taux de croissance dans 4 pays depuis 1960, qui montre bien qu'on est tendanciellement dans la diminution de la croissance, et qu'il faut donc inventer un modèle de prospérité à bas niveau de croissance du PIB. Et c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a aucune croissance qui ne se fait pas par prélèvement sur les ressources naturelles. Donc c'est ça l'enjeu. Et c'est vrai que face à tous ceux pour qui le seul sujet c'est la croissance, et la croissance est aller chercher les 3 points de croissance avec les dents, c'est la phrase de Nicolas Sarkozy, tout faire pour retrouver de la croissance, c'est ce qu'on entend dans la bonne politique, je pense que c'est pas ça. Effectivement, aujourd'hui l'enjeu c'est autre chose, c'est d'arriver à travailler sur un modèle intense d'emploi à bas niveau de croissance, ce qui n'est pas du tout hors de portée, ça nécessite simplement de changer le schéma mental. Ça c'est le premier élément, et le deuxième élément c'est le graphique que vous avez montré avant, qui est de savoir est-ce que ça coûte cher d'investir dans la lutte contre le dérèglement climatique. Oui, si on regarde aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dollars. Mais si on ne le fait pas, ce qui est l'autre option, ça coûte plus cher. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc nous devons faire ce choix d'investissement, parce que l'alternative, c'est pas investir, l'alternative, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Quand on va effectivement réparer les dégâts climatiques, ça coûte énormément d'argent. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est d'être capable de lancer ce grand plan d'investissement et de le faire aussi au niveau européen. C'est pour ça que moi, mon principal problème dans la période, c'est de considérer que ce qui est pour moi un espoir absolument décisif, qui est l'Union européenne, qui est ce cadre qui a permis la paix entre nos pays et qui doit nous emmener vers l'avenir, est stérilisant. Stérilisant en étant obsédé par le ratio dette sur PIB, stérilisant sur les déficits publics. C'est un ratio débile, le ratio dette sur PIB, parce que si vous effondrez la production, notamment par des mesures de récession qui provoquent de la récession forte, votre ratio dette sur PIB, puisque je parle des étudiants d'école de commerce, il va continuer d'être dégradé. Donc il y a des choses aberrantes aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite à lire quand même certains économistes un peu différents, parce qu'il y a une espèce de discours dominant, notamment sur la question de la gestion des finances publiques, qui est complètement fallacieux et inopérant. Donc c'est vrai que ça peut être parfois un peu rageant. Mais donc l'enjeu c'est celui-là, c'est de se dire bon maintenant on a tous compris ce qui se passe, ce que commencent à faire les Chinois. Pour la moyenne impression qu'il y a certaines villes où vous n'arrivez plus à respirer. Donc là c'est sûr que là ça motive un peu plus. Mais le Premier ministre chinois l'a dit, c'est l'enjeu des années qui viennent. Et c'est un enjeu européen. Et nous sommes le continent qui a su faire la révolution agraire, qui a fait la révolution industrielle. Nous devons avoir la capacité à faire la révolution écologique, c'est une certitude. Et c'est ce que vous reprochez aujourd'hui au gouvernement Valls, c'est de ne pas faire cette transition écologique, c'est de ne pas aller assez loin dans l'écologie. On vous a vu la semaine dernière à Des paroles et des actes avec Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. C'était intitulé « La France qui gronde », je crois. Est-ce que vous voudriez que le gouvernement aujourd'hui aille vraiment plus loin dans cette transition énergétique? Je voudrais surtout qu'elle Est-ce que vous pensez qu'il en est capable? Pourquoi? Parce que je fais une analyse basée sur 3 éléments. Le premier élément, c'est que un des risques absolus de notre pays, c'est celui du dérèglement climatique. C'est-à-dire c'est un modèle de développement qui a trouvé ses limites et qui en a d'une certaine manière la sanction. Donc il
faut inventer ce nouveau modèle. Le deuxième, c'est l'aggravation des inégalités. Elle existe au niveau mondial, elle existe dans notre pays, avec des pauvres qui viennent encore plus pauvres. Enfin, on ne peut pas admettre qu'il y ait 150 000 SDF dans notre pays, je le dis, et avec une plus grande précarité. Je ne vais pas vous faire la leçon sur la crise du logement, mais c'est quand même une réalité française qui est quand même assez folle quand on y réfléchit. Et le troisième élément, c'est que nous sommes des animaux faits de chair et de sang, mais aussi d'esprit, et qu'on peut engager un pays dans des aventures qui sont des aventures collectives. L'aventure collective de réduire le déficit public, ça mobilise personne. L'aventure collective d'inverser une courbe, ça mobilise personne non plus. Quand on est un parent qui voit son fils qui a fait des études et qui est au chômage, on ne pense pas à l'inversion de la courbe. On pense de manière très charnelle. Et je trouve que la politique dans son ensemble manque de grandes épopées, alors qu'en fait, celle de ce changement de modèle, elle est passionnante, parce qu'elle nécessite d'investir sur la recherche, parce qu'elle ouvre des perspectives professionnelles, parce qu'elle vous demandera à vous d'être vachement plus intelligent, de faire des choses beaucoup plus inventives que ceux qui ont géré pendant des années. C'est ça que je trouve enthousiasmant. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on l'a vu autour de ce qui s'est passé avec la comète Rosée et Philae, le petit robot là. C'est que ça a passionné tout le monde. Pourtant, c'est de la recherche fondamentale, gratuite. On n'avait pas fait ça pour essayer de réorienter la trajectoire de la Terre. Enfin, et tout le monde s'est senti partie prenante de cette aventure. Et c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui dans la politique, c'est qu'on se dote collectivement d'une aventure, y compris en mettant du moyen et du long terme. Et c'est ça, à mon avis, l'enjeu essentiel. Ensuite, il se traduit en politique publique extrêmement concrète. Il se traduit dans le fait qu'il ne faut pas limiter le plan d'investissement d'avenir qui a normalement des crédits pour la transition énergétique, mais que Bercy verrouille en disant le moins on dépense, le mieux c'est. Donc aujourd'hui, le moins on dépense, le pire c'est. Et donc là, c'est vraiment bien plus qu'un projet écologique, c'est un projet économique qui est derrière, c'est ce que vous expliquiez, et qui, aujourd'hui, très concrètement, le gouvernement de Manuel Valls s'écarte de cette idée-là chaque jour, quand même. On est loin de se ramener sur votre idée. Je trouve que j'avais à peu près raison quand j'ai fait cette analyse au mois d'avril. C'était mieux de partir à ce moment-là que de rester. D'ailleurs, vous n'auriez pas pu rester dans un gouvernement qui a proposé une politique économique comme celle qui est proposée aujourd'hui, je pense. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a été aussi le commentaire qui a été fait par certains éditorialistes, en sortant des paroles et des actes, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus proche de Jean-Luc Mélenchon que du Parti Socialiste? Est-ce qu'il y a une vraie fracture entre les écolos et le PS? En vérité, le problème, c'est que les recoupements ne sont pas vraiment entre familles politiques. Il y a même une fracture à l'intérieur du PS aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et parfois, ça peut être un député de l'UDI qui fait l'intervention dont je me sens la plus proche sur les questions de réchauffement climatique devant la commission des affaires étrangères et du développement durable. Donc, moi, je suis une femme de parti, mais je sais bien que sur des sujets qui sont des sujets aussi essentiels, et notamment sur tout ce qui a trait à cette question de remise en cause de l'idée de croissance du produit intérieur brut, je le redis, les lignes ne sont pas autour des partis. Et donc oui, je peux être très proche de Jean-Luc Mélenchon sur certains sujets, et d'ailleurs je lui sais gré, même s'il le fait avec son style assez militant, etc., d'avoir bougé. C'est-à-dire, il a dit d'ailleurs gentiment dans l'émission, il a dit « ils avaient raison » en montrant moi. Oui, il n'était pas écologiste, et il a fait ce travail, cette réflexion. Alors il est encore matricé par beaucoup de son histoire, mais il a fait ce travail de réflexion. C'est le cas aussi de Benoît Hamon, c'est le cas d'autres socialistes, c'est le cas d'un ministre, je ne vais pas utiliser, c'est pas que la gauche du PS, entre guillemets, mais Stéphane Le Foll, quand il a fait je vous invite à aller regarder sur internet ses déclarations sur les vers de terre. Il a parlé de l'apport des vers de terre qui sont plus efficaces que les labours pour régénérer le sol. Il a raison, parce qu'un des enjeux, par exemple, c'est d'arrêter de tuer nos sols en utilisant des produits chimiques, mais de redonner à la nature sa capacité d'être productive, parce qu'elle l'est naturellement. Et donc ça fait rire personne, parce que c'est un ministre socialiste de l'agriculture. Mais il a parfaitement raison. Et ça n'est pas un petit sujet. La manière de produire les aliments, les conséquences que ça a sur la santé, c'est très décisif. Donc voilà, les lignes de fracture, c'est pas un problème de cartel de parti, c'est pas un changement d'alliance, c'est pas la gauche de la gauche, c'est vraiment la capacité à mobiliser la société, et donc ça dépasse aussi les partis politiques. Si on doit compter que sur les militants des partis politiques, on ne va pas s'en sortir. Ça doit créer une adhésion qui est bien plus large et bien plus citoyenne. Là, on a vu aussi l'absence de ligne un petit peu, et un autre consensus, ou pas, c'est sur la loi Allure, on en a parlé au début. C'est une loi qui est quand même assez compliquée, une loi technique.
mais qui concerne au final beaucoup de gens qui sont dans cette salle, j'imagine. Moi, le premier, j'ai pris mon téléphone quand je cherchais un appartement pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'avais le droit, à quoi j'avais pas le droit. Bon, je suis pas toujours sur les bonnes personnes au ministère, je pense, mais vous n'y étiez plus déjà. La loi Allure, au moment où vous la faites voter, elle est adoptée dans son ensemble. Elle a fait l'objet d'une lecture normale, c'est-à-dire qu'elle a eu 2 lectures dans chaque chambre, 2 lectures à l'Assemblée, 2 lectures au Sénat. Et elle a été votée par tous les députés socialistes, écologistes, radicaux et communistes, et par tous les sénateurs de la même manière. Et malheureusement, après votre départ, il y a eu ce qu'on a appelé le détricotage, un petit peu. Alors si c'est une formule, je le redis, pour détricoter une loi, il faut faire voter une loi qui la modifie ou qui l'abroge. Ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, il y a certaines dispositions qui n'ont pas fait l'objet pour l'instant de décret d'application. La loi est votée, mais les décrets sont pas signés, comme beaucoup de lois en France, malheureusement. Bah oui, mais sauf que c'est pas légal. L'exécutif ne peut pas juger en opportunité de sortir les décrets. Il doit sortir les décrets d'application. Mais en France, il y a quand même beaucoup de lois dont les décrets sont jamais signés. C'est pas si vrai que ça, en fait, hein, parce que moi, par exemple, j'ai signé les décrets d'application en étant ministre du Grenelle. Donc, à un moment, il faut quand même sortir les décrets. Et sinon, l'État, alors ce qui n'est pas toujours le cas, mais parfois l'État est attaqué. Si l'État est attaqué, il est sommé de sortir les décrets dans un délai fixé par le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, pour vous, la loi Allure, elle est pas encore mise au placard complètement. Non, elle s'applique dans beaucoup de ces dispositions. Et d'ailleurs, alors c'est un monsieur qui s'appelle Henri Buzicazo qui a écrit un article assez honnête, qui n'est pas très sympathique à mon égard, donc vous pouvez lire sans crainte, dans lequel il dit tout le monde a hurlé et tout le monde est en train de mettre en application. Parce que tout ce qui est relatif à la professionnalisation des acteurs de l'immobilier était nécessaire. Alors que ça fasse râler certains, oui, comme toutes les périodes de transition. Mais c'est ce que vous disiez avec le lobby auquel vous attaquiez. Oui, mais en même temps, certains d'entre eux savent qu'il fallait quand même le faire. Les comptes uniques de copropriété, c'est quand même un peu bizarre. Les honoraires qui sont volés complètement, c'était plus dur non plus. Mais les frais d'agence pour louer un appart de 1 200 € à Paris, c'était combien avant la loi Allure? C'était au moins 1 200 €, si c'était voilà, et c'était 400 € à Londres. À Londres, le pays de la grande libéralisation. Donc nous, on a une exception sur la concentration de la rente en matière immobilière, et la France est le pays où c'est le plus cher, où l'immobilier est le plus cher rapporté au revenu, le plus cher d'Europe. Donc on sait peu ça, mais c'est d'ailleurs un des problèmes. Il y a les graphiques de logement ou pas? Terrible. La prochaine fois. Parce que, en fait, le vrai problème du logement, un des problèmes, on va dire 3, 1, c'est le foncier et les élus, 2, le prix. On a explosé les prix. Et 3, marginalement, la question effectivement du coût de construction est énorme. Mais les 2 principaux problèmes sont le foncier et la maîtrise par les maires, où il y a quand même le prix de la non-construction. Il y a 80 000 logements qui sont bloqués depuis les élections municipales. Parce que les nouvelles équipes ont dit non, nous on ne signe pas les permis. Mais d'un autre côté, les élections municipales l'ont montré, sur l'encadrement des loyers, c'est là où on en a parlé le plus. Vous aviez mis en place dans votre loi un dispositif assez, le mot sévère est mal choisi, mais c'était assez direct. Il y a une vraie réduction potentielle des loyers. Il y avait une vraie contention du montant et de l'évolution des loyers. Mais ça n'était pas une fixation administrative des prix, ni un blocage. Mais il a été reproché par d'autres. Alors qu'il existait déjà une mesure quand même pour éviter les augmentations soudaines. Vous avez renforcé les mesures et pour même baisser certains loyers en fonction d'un indice qui était présent sur le prix au mètre carré d'un studio, d'un pièce, dans tel quartier. Lié dans quel quartier, ce qui n'existait pas avant. Donc c'était de s'appuyer un petit peu sur tout le marché véritable. Et cette mesure-là, c'est elle qui a fait le plus parler, parce qu'au final, Martine Aubry, encore une fois, l'a réclamé, mais encore d'autres personnes, d'autres personnalités, une nouvelle fois de droite, de gauche, Anne Hidalgo aussi, effectivement. Et tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire qu'effectivement c'était loin d'être une mauvaise mesure. Est-ce que là cette fois le lobby de l'immobilier a pas gagné La bagarre est toujours en cours, mais je pense que c'est une... D'ailleurs c'est drôle parce que ça a été identifié à moi, c'est une des 60 propositions, la numéro 24, de François Hollande. Et d'ailleurs pourquoi tout le monde en était arrivé à l'encadrement des loyers, y compris Nicolas Sarkozy, qui dans une interview à Femme Actuelle avait dit qu'il fallait le faire, c'est parce que on voyait bien que la situation était devenue insupportable. C'est-à-dire que le Gorafi, peut-être que vous connaissez, a fait un article très drôle sur le garant du garant qui n'arrive pas à trouver de garant. Mais on est dans des situations ubuesques aujourd'hui dans l'accès au logement, et en plus, il y a une espèce de je vous parlais tout à l'heure de la loi qui fait qu'on ne fume plus dans son salon.
C'est la même logique, c'est-à-dire que les propriétaires se mettent à demander des sur-garanties, et du coup les locataires font des fausses fiches de paye, parce que plus personne n'a les moyens d'avoir 4 fois le niveau du loyer, et en plus de CDI, puisque 80% des embauches se font en CDD. Et tout est à l'avenant, tout est à l'avenant. Donc on est dans un truc complètement thrombosé, et il fallait remettre de la modération dans cette... Donc l'idée c'était encore une fois, comme vous en parliez tout à l'heure sur la parité, de faire quelque chose pour stopper un petit peu l'hémorragie. C'est le Doliprane. Ça ne résolvait pas la maladie, mais ça fait baisser la fièvre. Et quitte plus tard à environ arrêter un petit peu cette mesure-là pour revenir pour essayer de refaire ça. C'est ce que j'ai dit. Non, si j'encadre le prix de la baguette à 5 €, c'est un encadrement du prix de la baguette. Bon, enfin, ça ne va pas s'appliquer beaucoup. Hein. Mais on ne peut pas tout encadrer non plus. Non, mais c'est pour ça que je dis, par exemple, je dis pourquoi il faut encadrer les logements, parce que c'est un bien de première nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, c'est ma phrase fétiche, donc certainement déjà entendu, nous n'avons pas assez de pelage pour vivre dehors. Donc nous avons besoin d'un toit sur la tête. Donc l'intervention de la puissance publique est légitime. Si des gens ont envie de payer 200 000 €, ils montent, ça ne pose aucun problème. C'est pas de première nécessité pour le coup. Voilà, et donc c'est exactement ça. Et quand le marché n'arrive pas du tout à réguler le système, ce qui est la preuve, et il faut savoir qu'en 86, quand Ménury fait sa loi pour libéraliser totalement les loyers, c'est pour dire comme ça va construire. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est surtout qu'on a un recul de 30 ans sur le discours libéral qui est de dire lâchons les loyers, il y aura intérêt à construire et du coup les loyers vont baisser. Ça ne marche pas. Ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Donc là on sait que ça ne marche pas, puisque les blocages sont d'autres raisons. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre en œuvre l'encadrement des loyers. Mais par ailleurs, étonnamment, il y a eu un sondage qui a été fait à l'occasion du demi-quinquennat pour demander aux Français quelle était leur mesure préférée du demi-quinquennat. Et parmi les 3 mesures préférées, il y a la loi logement. Alors qu'elle a fait l'objet d'un analyse médiatique que vous avez tous vu. Parce que intuitivement, tout le monde a compris que quand même, je crois que ça dysfonctionne. Parce qu'au final, c'est l'un des plus gros dossiers aussi du quinquennat, si on aussi du début du quinquennat, en tout cas, si on se remémore qu'est-ce que c'est les grands projets, peut-être le mariage pour tous, mais derrière, après, il y a sûrement directement la loi Allure, c'est ce qui a le plus d'impact sur les Français. Oui, et qui par ailleurs a un autre impact. C'est-à-dire que c'est un autre impact, c'est un impact de pouvoir d'achat. Dans un moment où les salaires sont très très modérés, faire baisser ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire l'énergie, d'où la politique d'économie d'énergie et d'isolation des bâtiments, et le loyer, ça redonne immédiatement du pouvoir d'achat. Parce que si on fait des analyses sur la compétitivité de la France par rapport à d'autres pays, un des éléments décisifs en matière de baisse de la compétitivité, c'est le prix de l'immobilier. Ça freine la mobilité professionnelle, ça bloque un certain nombre, un gros montant de l'épargne sur de l'épargne immobile et pas de l'épargne productive. Donc il y a un vrai sujet autour du prix de l'immobilier dans notre pays, qui est de fait un peu tabou parce que certains en ont énormément profité. Alors là maintenant je vais faire un grand écart assez impressionnant. Vous avez eu toujours une voix un petit peu dissonante, parfois pas forcément d'accord avec toutes vos... oui, tout à l'heure vous avez dit sur la légalisation. Voilà, on y arrive. Je n'ai pas défendu. À l'époque, je suis restée 3 semaines secrétaire nationale, et donc j'ai exprimé, et j'avais bien précisé, pas en tant que membre du gouvernement, mais en tant que secrétaire national. Malheureusement, j'étais aussi ministre à ce moment-là, et donc on avait retenu le fait que le ministre du gouvernement de François Hollande s'était exprimé comme ça. Aujourd'hui, la position d'Europe Écologie Les Verts, la position de Cécile Duflot sur le cannabis, c'est laquelle? C'est toujours la même. Depuis des années, c'est une position de légalisation, et notamment parce que c'est la seule position efficace en matière de santé publique. Aujourd'hui, les jeunes Français fument, et d'ailleurs tous les Français dans leur ensemble, mais les jeunes, beaucoup plus que dans des pays comme les Pays-Bas où la consommation est légale. Donc on voit bien que l'interdiction, ou la prohibition, n'est pas du tout efficace. Elle conduit aussi évidemment au développement du trafic, elle conduit à la consommation de mauvais produits, qui sont parfois coupés, parfois dangereux pour la santé, et elle conduit aussi à un tabou sur le fait qu'on n'a pas le droit de dire qu'on doit pouvoir fumer effectivement un peu, comme on doit boire un peu, mais qu'une consommation excessive, surtout chez les très jeunes, je veux dire autour de 14-15 ans, ça peut avoir des conséquences psychiatriques qui sont plus importantes, qui est un facteur de risque. On n'a aucune possibilité d'avoir un discours de santé publique, puisque la seule réponse possible, c'est de dire « fumez pas, c'est mal ». Mais en même temps, tout le monde fume. Vous allez plus loin que la dépénalisation proposée par certains, c'est vraiment la légalisation. Parce que la dépénalisation, c'est hypocrite. Parce que la dépénalisation, au final, c'est de la mettre des amendes. C'est que vous avez... Oui, c'est déjà le cas d'ailleurs. On a comment on dit, contraventionnalisé la consommation. Mais ça n'est pas une solution. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on gère la production dans un pays ou l'autre qui, en plus, a traditionnellement
été un pays de culture de chanvre, alors pas de chanvre à vertu récréative, mais de chanvre qui pousse sans aucune difficulté. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et je continuerai de le dire, et le dire avec clarté, parce que je ne comprends pas pourquoi il y a ce tabou sur ce sujet. Donc, ça fait partie des sujets où on doit pouvoir dire est-ce que telle ou telle politique marche. Là aussi, ça fait des années que la politique, c'est la prohibition. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On a plus de jeunes qui consomment, des produits de mauvaise qualité, et on a un développement de trafic dans un certain nombre de quartiers qui sont extrêmement violents, extrêmement dangereux. Est-ce que c'est satisfaisant? La réponse est non. Voilà. Et donc s'orienter presque vers un modèle comme l'Uruguay a mis en place, je crois, de nationalisation de la production. Oui, alors c'est la position de Daniel Vaillant et d'Esther Benbassa, c'est-à-dire une production nationale de résine de cannabis. On peut aussi imaginer pouvoir permettre jusqu'à un certain stade l'autoconsommation. Tout ça, ça peut se discuter, c'est des modalités pratiques. Mais je pense qu'il faut sortir de cette hypocrisie. Parce que moi, je veux simplement qu'on dise de la part de ceux qui ont que la répression à la bouche, ah oui, mais alors pourquoi ça marche pas? Parce qu'en plus, le discours sur ces dramatiques, comme je ne sais pas quel pourcent de la voilà. Ça ne fait pas avancer dire c'est dramatique, ça fait rarement avancer non, et puis dire c'est hyper dangereux et sinon vous allez vous piquer à l'héroïne, ça marche pas, quoi. C'est pas vrai. Enfin, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise et demander qui a déjà fumé un joint dans cette salle. Mais je pense que ça va être personne. Ouais. Vous êtes une exception. Mais c'est un problème d'ailleurs que personne n'aide la main. Non, dans le sens que... Moi, des fois, je peux venir les policiers... Non, mais quand on dit le tabou, c'est un tabou qui est présent aujourd'hui, c'est qu'il est présent ici. Toutes les drogues sont dangereuses. Le chocolat à la morphine, comme le dit le titre d'un excellent ouvrage. Elles ont des effets qui peuvent être des effets agréables, mais elles ont des conséquences qui sont des conséquences néfastes. Ça vaut pour l'alcool, ça vaut pour le tabac. Mais c'est vrai que ce qui est d'ici pour l'alcool ne l'est pas pour le cannabis, alors qu'il a des propriétés addictives à peu près similaires. On va passer après, parce que l'heure tourne, on va passer bientôt aux questions. Mais juste avant, une petite question sur un sujet récent. On a eu le préfet de Paris qui a un moment mentionné le fait d'interdire les feux de cheminée, les feux de cheminée en Ile-de-France et sur Paris. Ségolène Royal a dit que c'était un peu une absurdité. La position d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que ce bois de chauffage produire du CO2 c'est bien ou c'est moins bien? Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de feux de cheminée. C'est-à-dire qu'entre le vieux poêle de votre grand-papa, un foyer ouvert et un poêle flamme verte d'aujourd'hui qui a une efficacité qui rebrûle ses fumées, c'est pas du tout la même chose. Donc le problème, c'est quoi? C'est des feux de cheminée ouverts. Voilà, c'est qu'il n'était pas plus interdit de faire des feux de cheminée, enfin sauf dans Paris, je crois que tout était interdit, si je ne me trompe pas, mais en banlieue, il fallait avoir des inserts. Alors c'est sûr que c'est un sujet compliqué, parce que je comprends très bien le plaisir de faire du feu. Moi j'ai une maison dans les Landes, et dans les Landes tout le monde se chauffe au bois, mais c'est vrai que c'est un poêle qui rebrûle ses fumées et qui ne pollue pas. Je pense que peut-être c'est la manière dont ça a été fait. Qui est apparu un peu brutal, en effet. Et surtout, je le dis, même si on ne peut pas nier les conséquences du chauffage au bois sur la pollution, d'abord il y a une démarche pédagogique, une démarche incitative, on peut d'abord expliquer ce qu'on n'a pas fait en disant on vous incite à. Et puis deuxièmement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la principale émission de particules fines, c'est la circulation automobile. Donc il faut d'abord, et aussi certaines activités industrielles, donc il faut d'abord agir sur ces chantiers-là. C'est ce que je crois, et en plus, ça paraît comme tellement, comme tellement coercitif, voire brutal, que ça passe pas bien. L'autre élément, c'est que je crois que c'est une disposition qui a été mise pas seulement sur des questions de pollution, mais aussi sur les questions de sécurité, notamment de sécurité incendie. Les pompiers et les directives européennes sur le sujet sont très strictes, donc je pense que c'est la conjonction de ces deux phénomènes qui a abouti à cette situation. Donc au final, même si ça a été mal expliqué, à terme, il faudra tout de même encadrer les feux de cheminée. Oui, il faut essayer de lutter contre les pollutions. Après, maintenant, on sait travailler sur le fait de pouvoir faire des foyers en verre qui ont un système qui permet à la fois de profiter d'un feu de bois et de rebrûler... Puisque les gouvernements de droite comme de gauche, d'ailleurs, ont toujours encouragé avec des bonus fiscaux. Exactement, je pense qu'il peut y avoir aussi... Moi, je crois à la capacité de faire bouger la société par des mesures qui sont des mesures pas seulement incitatives, mais par des mesures explicatives. Enfin, si on dit, voilà, ça va vous coûter tant, c'est ça, de montrer à quoi ça peut ressembler, je
pense que c'est une bonne chose. Sur un sujet qui, en plus, c'est très intéressant, parce que moi je suis très sensible aux questions de symboles. Le feu, et notamment le feu de bois, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'histoire des humains, tout simplement. Hein. C'est le début de la civilisation. Donc on touche à un sujet qui n'est pas du tout un sujet rationnel, on touche à un sujet qui est un sujet profondément symbolique. Et quand on le fait de manière extrêmement froide et administrative, c'est sûr que le choc des deux donne le résultat qu'on a connu. Super, merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions de la salle. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, profitez-en. Et donc on levez la main et on fonctionnera comme ça. Pour moi. Mon nom est Duflo. Est-ce que, Madame Royal dit souvent qu'il ne faut pas que l'écologie soit punitive et qu'il faut faire évoluer l'écologie aux Français. Je voudrais savoir votre position sur est-ce que vous pensez que des fois l'écologie doit être punitive? Moi j'aime pas ce mot. Parce qu'on peut trouver que des trucs sont punitifs suivant le point de vue où on se trouve. Moi je pense que ce que je croyais des décisions éducatives, mes enfants peuvent trouver que c'est punitif. Par exemple, ne pas manger 5 bonbons d'affilée, ça peut paraître punitif, alors que c'est éducatif. De la même manière, la taxe sur les poids lourds, je ne considère pas que c'est punitif. Par ailleurs, ceux qui sont les plus punis par l'aggravation de la crise écologique, ce sont les plus pauvres. Aujourd'hui, c'est ceux qui habitent dans les endroits les moins isolés, les moins bien chauffés. Il y a vraiment une corrélation très forte. Donc j'ai jamais aimé ce mot, parce que ça permet de discréditer un certain nombre de choses. Et je le dis là avec sérieux, et que oui, l'écologie, ça nécessite des mesures de régulation. Oui, si on n'intervient pas, et si on ne fait pas en sorte que le trafic, le transport des marchandises soit payé à son vrai coût social et environnemental, ça ne changera pas. Donc oui, ça nécessite de mettre en place des politiques publiques. Mais est-ce que c'est punitif de dégager 4,5 milliards de recettes fiscales sur la taxe poids lourd en Allemagne? J'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que ça leur réussit. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Bonjour Madame Duflo. Bonjour. Moi je voulais juste demander si, avec les scores que vous avez eus aux dernières élections, qu'elles soient présidentielles ou autres, est-ce que vous pensez vraiment avoir une chance d'obtenir un score conséquent ou même peut-être de gagner aux prochaines élections? Moi je pensais pas du tout qu'Éric Piolle allait être maire de Grenoble. J'avais très envie d'y croire, mais j'étais vraiment pas certaine. Donc nos scores aux dernières élections, ça dépend. C'est très variable. C'est ça qui est particulier avec les écologistes, qu'il y a une amplitude du score qui est très importante. Si j'étais certaine, ce serait très facile. Je suis évidemment pas certaine, mais je suis déterminée parce que je pense qu'on a besoin d'écologistes aux manettes. Pourquoi? Parce que tout le monde a repris notre discours, ça c'est vrai, mais on parlait tout à l'heure de la traduction dans les actes, c'est encore très éloigné de la réalité. En revanche, quand il y a des écologistes en nombre, je pense à ce qui s'est passé à la région Île-de-France, où il y a 50 élus écologistes, et ben ça a un double effet. D'abord il y a le rapport de force, donc ça, évidemment ça fait changer les choses, mais aussi la proximité, le dialogue, la discussion entre les élus écologistes et les autres élus fait qu'on écologise entre guillemets les autres élus, ce qui pour moi est indispensable, parce qu'on ne va pas changer les choses avec les seuls 12 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts. Et vous dites que l'écologie, tout le monde l'utilise, en tout cas dans son programme, c'est un petit peu... Disons qu'il n'y a plus personne, à part quelques rares dinosaures, qui se revendiquent anti-écolo. Il n'y en a plus beaucoup. Et je voulais faire réagir sur ce que c'est le dernier sujet de la semaine, sur le mouvement écolo qui a été créé un petit peu au Front National, le collectif écologiste, comment vous appelez ça L'écologie patriote, c'est CPNT. L'écologie patriote. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un parti politique, et ce qui est tant mieux pour vous, l'écologie ça fait vendre, contrairement à ce que disait Nicolas Sarkozy en disant l'écologie tout le monde s'en fout, ça marche pas. D'abord c'est pas pour nous, je le dis franchement, ça peut sembler un peu à l'eau de rose, mais c'est vraiment pour le coup un engagement de conviction, disons c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que moi je suis prête à le faire avec plein de monde. Je ne pense pas que c'est juste le problème d'Europe Écologie Les Verts et qu'on a à défendre notre marque et notre précarité, pas du tout. Que tous ceux qui veulent devenir écologistes, le deviennent, ça sera une très bonne nouvelle, vraiment. Mais oui, alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça a progressé, mais j'allais dire presque c'est triste, c'est parce que la crise écologique a avancé, donc on ne peut plus dire que ça n'existe pas, parce que tout le monde maintenant est bien conscient des conséquences, tout le monde a bien vu l'épidémie, les maladies, les modes de vie comme le cancer, donc tout ça est devenu une réalité. Ensuite, la question c'est de passer aux actes. Sur le Front National, il
ils recyclent chasse, pêche, nature et tradition, ça va pas plus loin. D'autres questions peut-être? Ouais. Bonsoir Madame Duflo. Est-ce que l'écologie c'est vraiment qu'un truc de gauche ou parce qu'à droite on n'en entend pas beaucoup parler, mais est-ce que c'est un... C'est une bonne question. C'est vraiment qu'un truc de gauche? C'est une bonne question. En fait, l'écologie c'est pas un truc de gauche. L'écologie c'est une façon de penser la nécessité de faire évoluer le monde en intégrant, comme utilise le mot classique, la finitude de la planète. C'est-à-dire de ne pas penser à un développement sans limite sur une planète qui a des ressources limitées. C'est ça le début de la réflexion. Et ensuite, ça veut dire évidemment que ça dépasse le clivage droite-gauche, c'est certain. C'est pas dans le clivage historique. En revanche, l'écologie et les écologistes sont héritiers des valeurs de la gauche, des valeurs d'émancipation, des valeurs de féminisme, des valeurs de transformation sociale et de lutte contre les inégalités. Parce que l'aggravation des inégalités est par essence anti-écologiste. Donc c'est plutôt les valeurs de gauche qui sont assez naturellement au cœur d'un vrai projet écologiste que l'écologie qui est à gauche. Je ne sais pas si ma réponse vous convient, mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est là où c'est difficile de nous situer, parce que j'étais dans le bureau de Nicolas Sarkozy quand il a voulu faire la taxe carbone, et je lui ai dit, vous y allez, monsieur le président de la République, on vous soutiendra. Donc tout ce qui peut faire avancer l'écologie, d'où que ça vienne, moi je pense que c'est utile. Et en même temps, il faut savoir qu'on ne peut pas se dire écologiste et ne pas considérer que la lutte contre les inégalités et un projet d'émancipation sociale ne sont pas nécessaires. Je vais vous relancer là-dessus. Est-ce que ces dernières années, et le début du quinquennat de François Hollande, c'est pas franchement le début d'un quinquennat écologique, est-ce que ces dernières années, la droite n'en a pas plus fait pour l'écologie que la gauche depuis qu'elle est au pouvoir? Je pense au Grenelle de l'environnement de Jean-Louis Borloo qui a été une vraie réussite, contrairement à la conférence environnementale d'il y a une semaine ou deux, où à peine quelques médias en ont parlé, rien ne s'est dit, rien ne s'est fait. L'écotaxe, c'était également la droite qui l'avait mise en place. Est-ce que ces dernières années, la droite n'a pas... Ils n'ont pas vraiment mis en place. Ils l'ont voté. Ils l'ont voté. Oui, c'est ça. Et là, c'est marrant d'ailleurs. Oui, bien sûr, le Grenelle c'était formidable. Le Grenelle disait qu'il fallait retrouver 50% de fret ferroviaire. Le Grenelle disait qu'il fallait lutter contre l'artificialisation des sols, la disparition des terres agricoles. Sauf que c'était bien, mais ensuite il faut le faire. Et la seule loi qui met en œuvre des dispositions qui vont efficacement lutter contre la disparition des terres agricoles et naturelles, c'est la loi Alliot. Ça c'est peu vu, mais c'est un des éléments assez majeurs. Pourquoi? Parce que la situation entre le vote du Grenelle et 2012 s'est aggravée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir voté des lois d'orientation qui sont bonnes, ça vaut pour la loi de transition énergétique. Je l'ai votée, elle va dans le bon sens, elle fixe deux bons objectifs, le passage de 75 à 50% d'énergie nucléaire et la diminution par 2 de la consommation d'énergie d'ici 2050. Mais si on n'a pas les moyens mis en œuvre en face pour atteindre ces objectifs, ce sera une loi de papier, comme l'a été le Grenelle. Et c'est vraiment ça l'erreur, c'est que le Grenelle a été pour beaucoup de sujets et resté une loi de papier. D'accord. D'autres questions? Ouais, moi je voudrais juste deux questions. Du coup, ça veut dire qu'une alliance droite écologiste, c'est pas trop possible, quoi. Et ça sera pas possible. La question c'est de savoir effectivement quel est le périmètre de la droite. Si c'est le périmètre actuel ou sur un certain nombre de sujets relatifs aux valeurs qui sont des valeurs humanistes qui sont au cœur de l'écologie, elles sont profondément attachées, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Par ailleurs, l'écologie est aussi opposée au libéralisme de manière principielle. Par ailleurs, j'ai eu un débat avec certains, je pense qu'on ne peut pas gérer certains projets uniquement avec le marché. Il y a des investissements, on l'a vu tout à l'heure avec le graphique de très long terme, sur les transports, sur les questions d'évolution des modes de production d'énergie, qui ne sont pas gérables par le marché, parce que la visibilité est trop éloignée. Et ma deuxième question, c'est un peu plus léger. Vous avez parlé de DSK, TAPI et de ces hommes, on aurait pu dire, citer Cahuzac, qui ont vu leur destin un peu basculer. Et en même temps, vous entretenu un doute pour la candidature de 2017. Donc est-ce que c'est parce que vous voulez effectivement vous présenter, mais que vous avez peur de... Qu'on révèle les comptes en Suisse? Que vous avez un dossier qui va sortir juste avant l'élection. Voilà. Est-ce que c'est... Alors je peux vous dire... Si vous ne dévoilez pas votre candidature maintenant par peur d'avoir un dossier qui ressort? Je pense que certains ont déjà essayé de le chercher, parce que j'ai embêté un certain nombre de gens, donc s'il y avait des choses désagréables, ils les auraient trouvées. D'ailleurs, j'ai pensé avec
assez de ravissement à ceux qui sont allés regarder mes déclarations d'impôts, la valeur réelle de ma maison et le fait que, oui, effectivement, j'avais bien que une Twingo et une 4L. Et je pense que ça a dû les agacer et moi, ça m'a fait très plaisir. Et ça pose la question sur la transparence de la vie politique qui a agité quand même, vous en parlez un petit peu dans votre livre, mais qui a agité tout le monde un peu partout. Est-ce que la transparence de la vie politique, ça s'est pas transformé en voyeurisme total après cette affaire Cahuzac? C'est sûr que la limite est compliquée parce qu'à partir du moment où vous devez notamment rendre compte de votre patrimoine, c'est un patrimoine qui est parfois acquis en commun et que votre conjoint n'a pas spécialement envie, et certains de mes collègues ministres l'ont vécu. C'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, je pense que c'était nécessaire. Et par ailleurs, moi je me souviens avoir dit, c'est quand même pénible qu'il ait fallu se taper Cahuzac pour qu'on ait fait voter cette loi. Et si on regarde l'histoire de France depuis toujours, les lois sur la transparence, sur la moralisation de la vie politique n'ont été votées qu'après les scandales. Donc, c'est le fait qu'il y a eu le scandale qui ait créé ce voyeurisme. Oui. Non, et par ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment du voyeurisme. Enfin, vérifier que des politiques s'enrichissent pas par leur mandat, ça me semble pas scandaleux. Donc c'est bien que la haute autorité ait une compétence d'enquête, qui aboutit à des moments assez cocasses. Il faut faire attention parce que on jette vite la suspicion sur quelqu'un, et quand on se rend compte que c'était une erreur, on ne répare pas beaucoup. Moi j'ai une histoire très drôle, c'est que j'ai reçu une lettre de la haute autorité, et donc mon assistante Dunia à Omer, elle est venue me voir, elle me dit Cécile, il faut que je te dise un truc, tu as caché un compte à la banque postale. Dunia, on va reprendre doucement, on ne cache pas des comptes à la banque postale, l'agence elle est dans l'Assemblée nationale. Ou alors on est un peu... En fait j'avais un compte joint avec mon ex-mari qui était disjoint depuis 10 ans, qui n'avait pas été enregistré au fichier. Donc, alors c'est totalement anecdotique, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois il peut y avoir des choses comme ça qui sortent, qui ne sont pas du tout vraies, et qu'il faut faire très attention au professionnalisme et au secret au travers de ces gens qui travaillent. Alors à leur rigueur, mais aussi au fait de ne pas jeter des gens, parce que j'ai toujours vu que quand on accuse quelqu'un, ça a beaucoup de poids, la réparation est très difficile à mettre en œuvre. Donc là, oui, il y a potentiellement un danger. Est-ce que vous pensiez que c'était nécessaire de faire cette transparence? Oui. Est-ce que ça a aidé les gens à mieux percevoir, ou enfin, à changer leur perception des... Je ne pense pas, parce que je pense que ce qui a effondré, ce qui a écrasé le vote de la loi sur la transparence, même si c'est la mesure la plus appréciée du quinquennat, c'est les différents scandales, situations regrettables qui ont existé ces 2 dernières années, mais ça fait quand même avancer les choses, et puis ça pousse les politiques à avoir d'autres types de pratiques, parce qu'ils peuvent être attrapés par la patrouille, donc c'est pédagogique à ce titre-là. Et c'est vrai que je suis issue d'une famille politique qui a toujours été très stricte sur ces sujets. Hein. Même à l'époque où les dons des entreprises étaient autorisés, les Verts s'interdisaient de recevoir des dons d'entreprises privées. Donc la transparence des revenus, Pascal et moi, on a publié notre déclaration de patrimoine, et l'histoire est sortie parce que aussi c'est pénible d'être jeté dans le sac, quoi. D'avoir votre réflexion, qui dit vous n'osez pas vraiment déclarer votre candidature parce que vous avez peur d'une affaire. Qu'ils sont tous pourris les politiques. D'ailleurs, ils font tout ça pour l'argent. Parfois, les gens sont très furtifs. Et moi, je sais que j'ai donc rendu public mon patrimoine, donc je suis quand même assez fière d'où je suis partie, c'est-à-dire de zéro. Donc, je suis tout contente. Et les gens m'ont dit 2 choses. 1, c'est pas vrai, elle ment. Ou, franchement, confier des responsabilités à une nana qui a 40 ans à une Twingo, c'est irresponsable. Donc, c'est assez curieux. Ça provoque des réactions assez curieuses, quand même. On va prendre une toute dernière question, et je sais qu'il y en a plein encore, mais on va en prendre une seule parce qu'on arrive au terme de la conférence. Peut-être au fond, pour la parité. C'est bien. Alors ça s'appelle la fermeture éclair chez les Verts, donc ça veut dire que vous pouvez donner la parole qu'alternativement à un homme et une femme. Vous auriez dû nous prévenir, on aurait instauré cette... D'abord, ce qui est sûr, c'est que par rapport à d'autres capitales européennes, les zones piétonnes, quasiment piétonnes en centre, en hypercentre, sont très communes. Hein. Donc Paris est encore un peu une exception sur le sujet. Sur le fait de sortir du diesel, moi, c'est une histoire depuis très longtemps. Enfin, on sait les conséquences des particules sur la santé, et particulièrement sur celle des enfants. Quand l'asthme a augmenté de 40% en 10 ans chez les moins de 14 ans en Ile-de-France, on ne peut pas rien faire. Alors, bien sûr qu'on s'est interdit de le faire par silence patriotique, comme a dit un de mes collègues un jour, parce que la France produit des voitures avec des moteurs diesel qui utilisent du gasoil sur lequel on a fait une exonération fiscale. C'était une manière artificielle de pousser les Français à acheter des voitures françaises.
Mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc effectivement, il faut faire changer la production. Et pour ça, il faut des mesures qui soient parfois un peu coercitives. Donc oui, elle a raison. Par ailleurs, en revanche, je pense que la l'unité à Paris n'est pas suffisante. Le vrai sujet, c'est le Grand Paris et c'est l'île de France. Merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris ces 2 heures pour ce soir. Et puis voilà, on se retrouve quand vous voulez. À bientôt.